Et donc c'est Léon, je m'appelle Léon, le patron de cet atelier, qui, après une première partie sur cette scène qui se passe entre Simone, donc c'est la femme qui attend son mari déporté, qui l'attend encore, un rôle principal, on va dire, de l'atelier, qui parle au presseur de ce qu'elle vit et de ce qu'elle a vécu. Ensuite arrive en deuxième partie de scène, comment dirais-je, la femme de Léon et le presseur, et c'est à lui à raconter un petit peu son conditionnement en fait et comment il a vécu la guerre. Donc on va un petit peu imaginer un petit peu le contexte d'un atelier de couture. Il n'y a personne, c'est la nuit. Ils ont un peu bu parce que ça donne de la force parfois, et donc va se passer ce dialogue, on va dire, entre ce monologue plutôt entre Léon et le presseur. Donc d'abord, il doit arrêter sa femme qui veut partir parce qu'elle ne peut plus entendre ce poids des mots que peut avoir Léon. Voilà. Donc, je commence. Hélène veut partir. C'est ça, c'est ça. Cours dans son lit. Va. Elle est partie, elle. Rejoindre sa mère chez les Péculots. Moi, j'ai pas voulu, non. Je suis resté là. Toute la guerre à Paris, moi, monsieur. J'ai même eu des faux papiers et tout. Richard. Je m'appelais Richard. Léon Richard. Oui. J'allais partout. Des jours, j'étais moi avec étoiles, et des jours, j'étais Richard sans étoiles. J'ai même travaillé un peu sous ce nom-là, chez un tailleur pour dames dans le 16e. Un Italien. Les gens me disaient: faites attention, monsieur Léon. Et moi, je pensais, et même si je me fais prendre, ils me feront quoi? Un autre trou dans le cul? Non. Personne ne savait à l'époque. L'aveuglement. L'aveuglement. J'allais même jouer au rami dans un café avec des Arméniens. Puis, fin 43, début 44, on commençait à dire partout qu'on nous prenait pour nous brûler. Alors j'ai commencé à voir sérieusement les chocottes. Plus moyen de partir en zone libre. On avait même pris. Un jour, j'arrive à la maison. Le concierge me fait signe de ne pas monter. Puis c'était là-haut. 3 petits genoux avec des bérets. Je les ai vus redescendre déçus. Ils ont dit quelques mots au pipelet. C'est lui qui m'a planqué dans une chambre là-haut. Il m'a porté à bouffer des nouvelles. Je suis resté là. Volet fermé. Comme une tombe. J'attendais. Et puis un jour, les... Toc, toc, toc. Qui est là? Monsieur Léon, ça y est! C'est la fin des haricots! Les frisés sont en train de se débiner! Alors, ça a explosé en moi. Formidable! Je me suis jeté dans la rue comme un vrai fou. J'avais nulle part où aller, remarque. Je regardais les gens. Les visages, surtout. Ils avaient l'air heureux, bien sûr, mais... Comment dire? Ça tirait encore, ici et là, surtout des toits. Alors j'allais d'une barricade à une autre barricade. À un moment, ils m'ont même collé un fusil. Ils me l'ont repris aussitôt, soi-disant que je le tenais à l'envers. Puis, voilà. Voilà que je tombe dans un attroupement près d'un camion.
tout jeune homme. Il montait, bras bien en l'air, main sur la tête. C'était un vert de gris, rosé blond. Son regard a croisé mon regard. Il va savoir pourquoi j'ai eu l'impression que ce trou du cul m'appelait au secours. Les hommes, les fifis qui le faisaient monter dans le camion, le bousculaient un peu pour se donner l'air plus militaire. Les femmes faisaient des plaisanteries et lui semblait me crier. Et toi? Oui, toi. Toi qui sais. Toi qui as de l'expérience, aide-moi. Apprends-moi. Brusquement, je me jette vers lui en hurlant. Ich bin Jude! Ich bin Jude! Ich bin leibdig! Alors, il a fermé les yeux, détourné la tête. Il a été se cacher dans le fond du camion. Brusquement, la panique. Les femmes entraînaient leurs mouflets à l'abri des portes cochères. Un autre Allemand! Un civil, celui-là! Et hargneux avec ça! Les fifis m'ont cerné. Le chef, tout en braquant sa mitraillette vers ma poitrine, répétait: Papy! Papy! J'ai essayé de rire. Un gargouillis misérable est sorti de mon ventre. Alors j'ai dit le plus calmement possible après avoir pris mon souffle. Je suis juif, monsieur l'officier résistant. Je voulais qu'il sache que je suis juif et vivant. C'est tout. Alors j'ai crié. Je m'excuse. Le chef des fifis m'a regardé un instant sans bouger. Je voyais clairement dans ses yeux qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi j'avais crié. Qu'il ne comprendrait sans doute jamais. J'avais peur qu'il me demande d'expliquer. Je me suis reculé. Il a fait enfin un geste et tous les fifis se sont précipités dans le camion. Magnifique! Les regards des autres continuaient à peser sur moi. J'écartais les bras. Je baissais la tête. Malgré moi, mon corps, tout mon corps s'excusait. J'avais beau me dire que c'était fini, que j'étais de nouveau un homme libre. Rien à faire. Puis, une voix. Très ancien de Verdun a dit très fort en détachant chaque syllabe. Ici en France, on respecte les prisonniers de guerre. Ah, alors, mon gargouillis était plus sonore. Tu sais, comme l'homme est invisible au cinéma. Je les ai laissés entre eux. Entre gens qui respectent les prisonniers de guerre. Les conventions de Genève, les conférences de La Haye, les accords de Munich, les pactes germano-soviétiques et les croix. Oui, toutes les croix. Puis je suis rentré chez moi. La Boche était de retour et on traçait notre premier matelas dans une espèce de feutrine, mi-carton, mi-buvard. À l'époque, on n'était pas difficile. Tout s'arrachait comme des petits pains. C'était bon temps. À part qu'on trouvait ni tissu, ni fourniture. Et toi? Comment est ton prix?